Savoir gérer ton temps est la compétence la plus importante que tu puisses apprendre parce qu'elle impacte tous les aspects de ta vie. Tes relations, ton apprentissage, ton travail, ton argent, ta santé, ton bonheur, tout. Mais c'est une chose que personne ne nous apprend réellement. Pourtant, c'est l'art de gérer mon temps qui m'a permis de concilier des études exigeantes, un travail très prenant, du sport, une vie sociale riche et plusieurs voyages chaque année. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager les 6 étapes qui vont te permettre d'avoir le temps de tout faire. Avant de chercher à gagner du temps, tu dois d'abord comprendre sa vraie valeur. Parce que les personnes qui maîtrisent vraiment leur temps ont compris une chose, que c'est leur ressource la plus précieuse, au-dessus de tout, même de l'argent. Et cet état d'esprit que le temps est plus important que l'argent a même été prouvé par une étude d'Harvard nommée « Valuing time over money is associated with greater happiness ». En fait, les personnes qui accordent plus de valeur à leur temps qu'à leur argent prennent des décisions beaucoup plus alignées avec leur motivation profonde et relèvent un niveau de satisfaction et de bonheur beaucoup plus élevé. Si tu n'es pas encore convaincu, laisse-moi te poser une question pour te prouver ce que j'avance. Si aujourd'hui, quelqu'un te proposait 1 milliard d'euros, mais que tu mourrais dans 24 heures, est-ce que tu accepterais? Si on enlève le fait que tu puisses donner cet argent à un de tes proches, je suis quasiment sûr que tu n'accepterais pas. Pourquoi? Parce que tu valoriseras davantage le temps qu'il te reste à vivre plutôt qu'une somme d'argent aussi importante soit-elle. Et dès que j'ai réalisé ça, ça a complètement changé la manière dont je voyais le temps, je l'utilisais et je le gérais. Maintenant, pour chaque décision que je prends, bien évidemment, je considère l'aspect financier en me demandant est-ce que je peux me le permettre financièrement et est-ce que mon argent serait mieux utilisé ailleurs? Mais surtout, je considère l'aspect temporel en me demandant est-ce que mon emploi du temps me le permet et est-ce que mon temps pourrait être mieux utilisé ailleurs? Et cette façon de penser a influencé les décisions les plus importantes de ma vie, dont une en particulier que je n'ai encore jamais partagée sur cette chaîne, que je vais te révéler de suite. Il y a environ 3 ans, après mon master en management à la Sorbonne, je voulais intégrer un cabinet de conseil en stratégie. Et j'ai très vite compris que les cabinets de conseil les plus prestigieux recrutaient uniquement à la sortie des plus grandes écoles de commerce. Donc, mon diplôme de la Sorbonne ne suffirait pas. De là, j'ai tenté les concours d'admission sur titre des meilleurs Masters in Management d'écoles de commerce. J'ai postulé à l'ESSEC, l'ESCP et l'INSEAD. Après plusieurs mois de préparation, d'essais, de lettres de recommandation, d'entretien et de tests passés, de logique et d'anglais, j'ai finalement été admis dans ces 3 écoles. Et à ce moment-là, un nouveau problème est apparu. Un problème que tu rêves d'avoir, mais qui est une vraie décision lorsque tu y es confronté. Quelle école choisir? La première question que je me suis posée était évidemment financière. Les frais de scolarité pour toutes ces écoles étaient d'environ 50 000 €. Mais rapidement, j'ai réalisé que l'argent n'allait pas être le seul critère. Parce que l'ESSEC et le SCP proposaient l'option de faire une alternance qui me permettait de ne pas payer les frais de scolarité. Donc sur le papier, le choix semblait évident. Économiser 50 000 €. Sauf qu'il y avait un coût caché. Ces 2 formations duraient 3 ans. Le Master in Management de l'INSEAD, lui, seulement 1 an. Cela signifiait que choisir l'option gratuite me faisait économiser 50 000 €, mais perdre 2 ans de ma vie. Et c'est exactement là que j'ai appliqué le principe dont je te parle aujourd'hui. J'ai arrêté de regarder uniquement combien me coûtait cette décision en argent, mais j'ai regardé combien il me coûtait également en temps. Et grâce au projet entrepreneurial que j'avais lancé, j'avais la possibilité de payer mes études à l'INSEAD et de financer le coût de la vie à Singapour. Alors, j'ai choisi de rejoindre l'INSEAD. Et avec le recul, je sais que j'ai pris la bonne décision. Parce qu'avec ces 2 années que j'ai gagnées, j'ai eu le temps de travailler 1 an en conseil en stratégie et de lancer cette chaîne il y a moins d'1 an et de créer une communauté incroyable de presque 15 000 personnes. Et en ne serait-ce que 3 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 vies différentes. Donc, je ne regrette absolument pas et c'est pour ça que maintenant, je considère toujours la question de l'argent et du temps. Mais si tu veux mieux gérer ton temps, tu dois d'abord comprendre où il part. Tout le monde connaît son salaire, mais très peu de personnes connaissent leurs dépenses. Et avec le temps, c'est exactement la même chose. Tu sais que tu as 24 heures dans une journée, mais tu sais pas comment tu alloues ce temps-là. Tu penses manquer de temps, mais si je te donnais 2 heures supplémentaires, elles disparaîtraient probablement de la même manière. Parce que le problème, ce n'est pas la quantité de temps que tu as, mais c'est la manière dont tu l'utilises. Et c'est exactement le même principe que l'argent. Une personne qui a des problèmes financiers et qui gagne soudainement au loto, finira par tout perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais appris à gérer l'argent qu'il avait déjà. Donc plus d'argent ne résoudra rien, mais amplifiera le problème. Car chaque minute de ta journée est un euro que la vie te donne. Chaque jour, tu reçois un budget limité que tu peux choisir d'investir où tu veux. Dans ton travail, tes relations, ton apprentissage, ta santé, tes loisirs. Mais pour savoir où part ton temps, tu dois d'abord faire un audit. Une semaine représente 168 heures. 64 heures partent pour dormir, 40 heures pour travailler, 21 heures pour tes repas et leur préparation, 7 heures pour les tâches ménagères et
4 heures pour le sport. Tout ça sont des blocs de temps irréductibles, qui sont des choses que tu ne peux pas supprimer. Et même après tout ça, il te reste encore 32 heures. Et ces 32 heures-là, tu peux choisir de les investir dans ce qui compte vraiment pour toi. Parce que si tu passes ton temps à scroller, jouer à des jeux vidéo ou faire des activités qui ne t'apportent rien, tu passes vraiment à côté de choses qui pourraient augmenter ton bonheur et ton épanouissement. Parce que comme disait Sénèque, nous ne manquons pas de temps, nous en gaspillons beaucoup. Et cette idée est confirmée une nouvelle fois par la recherche. Une étude de Stanford intitulée If Money Doesn't Make You Happy, Consider Time montre que le bonheur dépend moins de ce que nous possédons, mais de la manière dont on utilise notre temps. Et les chercheurs ont identifié 3 principes pour être plus épanoui. Passer plus de temps avec les bonnes personnes, investir son temps dans les bonnes activités et être conscient de la manière dont on utilise notre temps. Alors maintenant, la vraie question est, comment vas-tu utiliser ces 32 heures pour augmenter ton bien-être, ton épanouissement et ton bonheur? Et cette réponse est différente pour chacun et même évoluera au cours de ta vie. Mais une chose reste certaine, il y a des activités qui ne prennent pas seulement du temps mais qui en redonnent. C'est notamment le cas du sport. Faire plus de sport te permet de gagner des années de vie, d'être en meilleure santé et d'avoir plus d'énergie au quotidien. Alors va courir, faire une partie d'échecs, jouer au tennis, aller à la musculation ou nager. Ton temps est le bien le plus précieux, donc investis-le comme tel. Mais avoir du temps ne suffit pas parce que tu ne pourras jamais tout faire. Tu dois choisir tes objectifs les plus importants. Je veux clarifier un point essentiel avant de continuer. Avoir plus de temps ne veut pas dire pouvoir tout faire. Ton temps reste limité, donc tu dois choisir tes objectifs qui méritent vraiment ton attention, ton énergie et ta concentration. Tu me diras peut-être, mais certaines personnes ont vécu des choses extraordinaires, ont changé de métier plusieurs fois et ont vécu énormément d'expériences. C'est vrai, mais le piège c'est que vu de l'extérieur, on pourrait croire qu'elles ont réussi à tout faire, mais la réalité c'est qu'elles ne l'ont pas fait simultanément. Prenons l'exemple de Johnny Kim, à seulement 37 ans, il a été Navy Seals, puis médecin, et aujourd'hui est devenu astronaute à la NASA. Il n'a pas accompli toutes ces choses-là en même temps. Il a choisi une direction, a travaillé, s'est donné les moyens de réussir, a accompli son objectif, puis est passé au suivant. Et ta vie doit fonctionner exactement de la même manière. À chaque période, tu dois choisir ce qui compte le plus pour toi. Parce que tu peux accomplir énormément de choses dans une vie, mais tu ne peux pas tout accomplir en même temps. Mais choisir une direction ne suffit pas, parce que tu dois transformer cette direction en un plan concret. C'est pour ça que chaque trimestre, j'utilise un framework que j'ai développé qui s'appelle POT. Il me permet de définir ce que je veux accomplir et les étapes pour y arriver. Le P signifie pourquoi. Pourquoi cet objectif est important pour moi. Ensuite, O pour objectif, qui est l'accomplissement que je veux atteindre. T pour tâche, pour quelles actions je dois réaliser chaque jour. Et E pour étape, qui est dans quel ordre dois-je avancer. Mais je vois une erreur que beaucoup de personnes font et qui les empêche d'atteindre leurs objectifs. C'est que leurs objectifs sont trop vagues. Ils savent ce qu'ils veulent changer, mais ils définissent pas clairement leurs objectifs. Et un objectif flou donne toujours des actions floues qui t'empêchent de les tenir sur le long terme et d'avoir de vrais résultats. Et pour éviter ça, j'utilise un autre framework que j'ai appelé ARC. Avec A pour atteignable, ton objectif doit être ambitieux, mais possible. R pour réaliste, il doit correspondre à ta situation actuelle et tes ressources disponibles. Et C pour chiffré, il doit avoir une mesure précise et une échéance. Donc au lieu de dire mon objectif est de perdre du poids, tu dois te fixer l'objectif de perdre 5 kilos en 6 mois. Maintenant, tu sais exactement ce que tu cherches à accomplir et comment le mesurer, mais un objectif ne se réalise jamais simplement parce qu'il est écrit quelque part, mais parce que ton emploi du temps le reflète. Tu dois protéger ton temps comme une ressource précieuse, parce que lorsqu'une heure est passée, tu ne la récupères jamais. Et la meilleure méthode pour y arriver, c'est le time blocking. Et le principe est simple. Au lieu de laisser ton emploi du temps se remplir en fonction des demandes des autres, tu vas le remplir consciemment en avance sur les activités dans lesquelles tu souhaites investir ton temps. Et c'est une méthode utilisée par de nombreux entrepreneurs, dirigeants et personnalités à haute responsabilité. Et même Elon Musk est connu pour organiser sa journée en blocs de 5 minutes. Mais je te rassure, tu n'es pas obligé d'arriver à cet extrême-là et remplir chaque minute de ta journée. Commence plutôt par des blocs d'1 heure. Et même, je te recommande de garder volontairement des moments libres pour respirer, réfléchir, t'ennuyer et laisser place aux imprévus. Parce que l'intérêt du time blocking est double. Il va te permettre de protéger tes blocs essentiels comme ton travail, ton sommeil, tes relations, ta santé et même tes hobbies. Ces activités qui sont importantes pour ton équilibre et que tu ne veux pas sacrifier. Et cette méthode te permettra de gagner du temps en regroupant des tâches similaires grâce au task batching. Par exemple, au lieu de répondre à tes mails tout au long de la journée, réserve-toi un moment spécifique pour le faire. Mais pour que ton planning reste réaliste, il faut que tu acceptes une chose. Tu ne pourras jamais contrôler toute ta journée. Parce que les interruptions arrivent, les imprévus surviennent, et aussi parce que nous avons naturellement tendance à sous-estimer le temps d'une tâche. C'est ce qu'on appelle le biais d'optimisme.
Pour minimiser ce biais-là, tu peux ajouter 50% de temps supplémentaire à tes estimations. Par exemple, si tu penses qu'une tâche va te prendre 2 heures, bloque-en plutôt 3. Et attention, pas pour faire plus de choses, mais pour absorber les imprévus. Et surtout, n'oublie jamais une chose, ton emploi du temps est un guide, pas une prison. L'objectif n'est pas de respecter parfaitement chaque minute, c'est de s'assurer que ton temps va réellement aux choses qui comptent vraiment. Mais avant de remplir ton calendrier, il faut savoir quelle tâche mérite d'y rentrer. Pour avoir le temps de faire ce qui compte, la solution n'est pas d'ajouter plus de tâches dans ta journée, c'est de décider ce qui mérite réellement ton attention. Parce que toutes les tâches n'ont pas la même importance. Certaines te rapprochent de tes objectifs et d'autres remplissent simplement ton agenda. Et pourtant, notre cerveau a naturellement tendance à choisir les mauvaises. C'est ce qu'explique la loi de Laborit. Face à plusieurs tâches, nous avons naturellement tendance à commencer par celles qui demandent le moins d'efforts, car notre cerveau cherche à économiser son énergie. Et le problème, c'est que généralement, les tâches faciles sont celles qui produisent le moins de résultats. Donc tu dois apprendre à identifier les tâches importantes, même lorsqu'elles sont inconfortables et difficiles. Mais le plus grand levier, ce n'est pas de savoir quoi faire, mais de savoir ce que tu ne dois pas faire. C'est pour ça qu'en plus d'une to-do list, je te recommande d'avoir une note to-do list, qui est une liste de choses que tu décides volontairement de ne pas faire. Certaines peuvent être temporaires, car tu décides que ce n'est pas le bon moment, donc tu les remets à plus tard, et d'autres permanentes, parce que tu décides que ces choses-là ne doivent tout simplement pas être faites. Mais il existe une règle qui est encore plus puissante, qui m'a fait gagner énormément de temps, tout en améliorant mon bonheur. C'est la règle du non par défaut. Parce que à chaque fois que tu acceptes quelque chose, tu donnes une partie de ton temps, et ce temps-là pourrait être utilisé ailleurs. Donc avant de dire oui, demande-toi sincèrement, est-ce que j'ai vraiment envie de consacrer mon temps à cette chose? Et pour réussir plus facilement à dire non sans irriter qui que ce soit, je ne dis pas non à une personne, je dis non à une catégorie d'activités. Par exemple, je ne sors pas en semaine, ou je ne planifie pas de réunion le mardi et le jeudi. Et comme ça, la personne comprend que ce n'est pas contre elle. C'est simplement une règle que tu as définie pour protéger ton temps. Ce qui est surprenant, c'est que cette règle renforce ta confiance et améliore même tes relations. Et c'est ce qu'a découvert la thérapeute Darlene Lancer, qui est l'autrice de How Speak Your Mind, Become Assertive and Set Limits. Et à titre personnel, j'ai vu une énorme différence. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus renfermé, je ne savais pas dire non et j'avais peu d'amis. Aujourd'hui, j'ai une vingtaine d'amis proches avec qui j'ai construit des relations extrêmement solides. Et pourtant, je ne suis pas une personne qui sort énormément et qui est très disponible. Mais lorsque je suis avec eux, je suis pleinement présent, je les écoute, je profite du moment et je fais en sorte que ce moment partagé compte vraiment. Et je pense que si tu demandes à mes amis ce qu'ils retiennent, ils ne mentionneront pas les moments où je n'étais pas présent, mais se souviendront uniquement des moments incroyables que l'on a partagés. Et même après avoir éliminé les tâches que tu ne dois pas faire, il reste toujours des tâches à faible valeur ajoutée, mais nécessaires. L'objectif est de réduire le temps qu'elles te demandent et la technologie peut être ton plus grand allié pour te faire gagner plusieurs heures par jour. Avec la technologie et notamment l'IA, tu peux automatiser certaines tâches qui te prenaient auparavant plusieurs heures. Mais surtout, tu peux réduire ta charge mentale en évitant de répéter constamment les mêmes actions. Et la première étape consiste à créer des systèmes. Par exemple, tu peux créer un système de réponse de mail. Au lieu d'envoyer les mêmes réponses encore et encore, tu peux créer des templates de mail pour les réponses récurrentes. Et comme ça, une fois ce système créé, tu n'as plus besoin de repartir de zéro à chaque fois. Tu peux également utiliser l'IA pour automatiser certaines tâches chronophages comme le fait de ranger tes fichiers grâce à Claude Cowork, qui sont des tâches nécessaires mais qui prennent beaucoup de temps et qui apportent peu de valeur ajoutée. Mais il existe aujourd'hui une nouvelle catégorie d'IA qui va encore plus loin. Des outils qui ne remplacent pas seulement certaines tâches mais qui accélèrent considérablement ta manière de travailler. C'est notamment le cas des outils de dictée vocaux. Parce que parler est environ 4 fois plus rapide qu'écrire. Et que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, tu passes énormément de temps à rédiger des messages, des mails ou prendre des notes. Et c'est exactement le problème que résout Typeless. Cette application transforme ta voix en texte, supprime les hésitations, structure tes messages et peut même les traduire dans plus de 100 langues. Donc si tu veux tester l'application, tu retrouveras mon lien d'affiliation en description pour la télécharger complètement gratuitement. Mais si tu veux découvrir comment gagner plusieurs heures par jour avec Typeless, je t'ai fait une vidéo dédiée que tu retrouveras juste ici. Et surtout n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.